Voilà. Ces instants pris, on peut démarrer. Mesdames et messieurs, démarrer les initiatives par rapport aux 150 ans dont a parlé Jean-Marc sur la laïcité était tout à fait normal pour la Ligue de l'enseignement. C'est la marque de sa fidélité à son histoire, mais c'est aussi la volonté d'illustrer que cette commémoration des 150 ans est l'occasion, parce que la Ligue de l'enseignement est avant tout un mouvement laïque d'éducation populaire engagé socialement, de participer à répondre aux questions dont a parlé Madame le maire de cet arrondissement, mais aussi à toutes les réponses aux enjeux de la laïcité dans la société. Donc, la première intervention que nous allons avoir est un panorama historique sur l'action de la Ligue au cours de ces 150 ans en faveur de la laïcité. Elle ne sera pas faite par un responsable de la Ligue de l'enseignement qui aurait mis toute la force de ses convictions, son enthousiasme à souligner le rôle éminent que la Ligue avait pris au cours de 150 ans pour la laïcité. Il aurait montré l'importance aussi dans ses actions au quotidien, dans les activités éducatives, sociales et culturelles. Cette intervention sera faite par un historien. Un historien donc, qui a le souci, effectivement, de rendre le plus lucide possible le regard porté sur cette histoire, avec la nécessaire distanciation et donc un regard critique sur cette histoire. Nul n'était mieux placé pour cela que Jean-Paul Martin, qui connaît bien la Ligue, qui connaît beaucoup de ses responsables, mais qui, en tant qu'historien, a le souci d'aller aux sources, de ne pas se contenter de témoignages, de vérifier un petit peu ses dires et de fonder sa réflexion. Il connaît bien la Ligue pour en avoir fait son objet d'étude, puisqu'il a soutenu en 1992 à Sciences Po Paris une thèse dirigée par Jean-Marie Meyer sur la Ligue de l'enseignement. Il a été souvent l'occasion d'animer des conférences, des travaux, des publications sur la Ligue de l'enseignement, donc il connaît bien le sujet. Il a été maître de conférence à Lille. Il est maintenant à la retraite, donc ça lui laisse du temps libéré. Et il va consacrer ce temps libéré à écrire une histoire de la Ligue de l'enseignement des 150 ans, un gros livre qui paraîtra à l'automne 2016, qui retracera donc cette histoire. Mais son intervention sera suivie de deux autres, de Frédéric de la Morena et d'Edoui Penel, mais j'en parlerai tout à l'heure pour, sans tarder, laisser la parole à Jean-Paul. Bien, bonjour d'abord, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un immense honneur pour moi d'inaugurer ce colloque, mais je dirais un honneur redoutable, car la tâche qui m'a été confiée est délicate. Elle est d'abord en raison de l'abondance de la matière, le sujet constituant un peu le cœur de métier de la Ligue de l'enseignement depuis 150 ans, de son activité comme de sa réflexion collective. Il m'a fallu par conséquent faire des choix drastiques, opérer des simplifications et des grossissements. La tâche est délicate aussi parce que la laïcité, vous le savez tous, est un sujet sensible, aujourd'hui comme hier, peut-être plus encore aujourd'hui qu'hier, et qu'une objectivation historique ne peut s'enfermer seulement dans le passé et faire l'impasse sur le désir d'éclairer le présent. Qu'ai-je voulu faire alors ? D'abord présenter un panorama sur la longue durée, montrant la diversité des enjeux au cours de périodes successives. Mon propos sera construit autour de 4 moments. Les débuts de la Ligue, qui coïncident avec l'émergence d'ailleurs de la notion de laïcité, en tout cas du substantif. Le tournant du siècle, ensuite dominé par les grandes batailles anticléricales, tournant du 19e et 20e siècle, bien sûr, dominé par les grandes batailles anticléricales qui ont conduit à la séparation des églises et de l'État. Le temps long de la guerre scolaire, ensuite, enfin, depuis les années 80, ce que j'appellerais l'aggiornamento de la laïcité. J'ai voulu ensuite restituer la complexité ignorée ou oubliée de ce passé. Par exemple, on croit volontiers aujourd'hui que tout a commencé en 1905 et que depuis, la paix laïque s'est instaurée facilement en France.
En réalité, les choses sont moins simples. Et d'ailleurs, l'attitude de la Ligue vis-à-vis de cette loi de 1905 est éminemment variable selon les périodes. L'action laïque n'est pas non plus une marche triomphale. Les défaites y ont leur part. Et j'aborderai assez longuement celle qui a été subie dans le domaine de l'école, cette défaite pouvant d'ailleurs s'analyser aussi comme un moment de ressourcement réflexif qui a permis d'aller de l'avant. Enfin, j'essaierai de montrer à divers moments, et surtout en conclusion, comment cette histoire de la Ligue peut être, à mon sens, un analyseur de la laïcité française, de ses tendances lourdes et de ses débats actuels. Mais commençons par le commencement. L'idée d'une Ligue de l'enseignement est lancée par Jean Massé à l'automne de 1866. Elle prend rapidement la forme de cercles locaux qui créent des cours d'adultes, des bibliothèques populaires, plus rarement des écoles. Bientôt, l'idée d'une action collective en faveur de l'enseignement primaire obligatoire va apparaître et très vite émergera la notion de laïcité. La contribution de la Ligue à cet égard est double. Elle consiste d'abord à acclimater dans l'opinion une première définition de la laïcité en lien étroit avec l'école. Elle est donnée dans l'enquête sur la laïcité qui suit de peu la grande pétition du cercle parisien en faveur de l'école obligatoire et gratuite, où l'adjectif laïque a été introduit tardivement. Dans une lettre du 4 novembre 1872, adressée à tous les élus locaux de la nation, conseillers municipaux, conseillers généraux, le secrétaire du cercle parisien, Emmanuel Vaucher, donnait en effet cette définition. Et je cite, je tiens à citer ce texte un peu longuement. « Par laïcité, j'entends la science à l'école et l'instruction religieuse à l'Église, c'est-à-dire la neutralité de l'école publique. Les grands principes de liberté et de fraternité veulent que tous les hommes, qu'ils appartiennent au catholicisme, au protestantisme, au judaïsme ou à d'autres religions, puissent vivre côte à côte et en frères. Il serait beau de voir tous les hommes oublier ce qui les divise pour ne considérer que ce qui les rapproche. Pour cela, il faut que l'école devienne un terrain neutre où les convictions de chacun soient respectées par tous. » L'inspiration, on le voit ici, est analogue à celle de Condorcet, de Quinet ou de Jules Ferry lorsqu'il établira quelques années plus tard la séparation de l'Église et de l'école, une formule qui était également le titre d'une petite brochure antérieure de Jean Massé. En ce sens, la Ligue a bel et bien été, ce n'est pas une réputation usurpée, a bel et bien été l'initiatrice des lois scolaires des années 80. Je préciserai cependant qu'elle l'a été ici en animant un mouvement d'opinion visant à acculturer en somme cette idée de la laïcité, non en intervenant dans le détail des lois laïques elles-mêmes. Le second terrain, moins visible, où la Ligue intervient, est le terrain philosophique. Elle n'est pas une société de pensée, à la différence de la franc-maçonnerie dont elle est proche. Mais les premiers ligueurs ont des sensibilités philosophiques et religieuses très affirmées et très diverses. On trouve parmi eux des déistes et des spiritualistes, et même des spirites, des partisans de diverses religions laïques, des protestants libéraux et ultralibéraux, parfois des catholiques même, qui s'en iront assez vite après les premières condamnations épiscopales. Les athées et les positivistes sont également présents, mais ils ne dominent pas. Ce sont plutôt les spiritualistes et les déistes de diverses tendances qui donnent le ton à l'origine. Or, la Ligue, Jean Massé en tête, qui est lui-même déiste, a toujours refusé de faire du déisme une valeur obligatoire, une croyance obligatoire en quelque sorte, et ceci afin de respecter la liberté de conscience des athées. Il y a un parallélisme ici à faire avec la démarche du Grand Orient de France lorsqu'il renonce à proclamer la croyance au grand architecte de l'univers, je crois en 1877, comme condition pour devenir maçon. Un conférencier de la Ligue, lui-même ancien pasteur protestant, Auguste Dide, exprime très bien cela, me semble-t-il, en disant que les athées ont bien le droit de l'être,
et en refusant pour le spiritualisme une quelconque protection, pas plus, disait-il, la protection de la police que celle du ministère de l'Instruction publique. Allusion assez claire à l'inscription des devoirs envers Dieu dans les premiers programmes de morale de 1882, que la Ligue, c'est le moins qu'on puisse dire, ne relaie pas avec enthousiasme, avant de demander 20 ans plus tard, en 1901, leur suppression pure et simple. S'il importe de souligner ici ce refus du déisme obligatoire, c'est qu'il a inscrit, me semble-t-il, d'emblée la laïcité française à l'opposé d'une religion civile à l'anglo-saxonne et en a fait une laïcité inclusive, mettant les athées et les agnostiques sur un pied d'égalité morale, en quelque sorte, avec les croyants, ce qui n'est pas le cas dans des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, bien qu'on puisse parler aussi de laïcité à leur propos. Il ne s'agit pas de la même laïcité, car culturellement, elle se fonde sur une prévention à l'égard de l'athéisme, alors qu'une telle prévention n'existera plus dans le cas français. Et le substitut à cette religion civile a été l'élaboration d'une morale laïque, dont la Ligue est un lieu privilégié au tournant du siècle. Et j'aborde là le deuxième temps de cet exposé. Dans la foulée de la demande de supprimer les devoirs envers Dieu, la morale laïque est présentée comme une morale partageable par tous, que l'on soit croyant ou incroyant. Elle se déploie dans un triple registre. La solidarité, c'est l'époque du solidarisme de Léon Bourgeois, qui succède d'ailleurs pendant un temps à Jean Massé comme président de la Ligue. La science, dont les facultés libératrices ne sont pas mises en doute. Le patriotisme, un patriotisme défensif qui n'a en principe rien à voir avec le nationalisme agressif ou xénophobe. Cette morale commune est présentée en outre comme une morale en évolution qui n'est jamais achevée. Morale du quotidien, elle ne répond pas forcément aux questions ultimes du sens de la vie, mais selon un de ses responsables de l'époque, elle n'empêche personne, je cite, de croire que les vertus nécessaires à la société sont commandées par Dieu même. Fin de citation. Mais le climat de l'époque n'autorise guère une perspective aussi consensuelle, et la Ligue est amenée à s'engager dans l'un des deux camps en présence de la guerre des deux France. Cela tient d'abord à sa fonction de supervision des œuvres laïques qu'elle acquiert à ce moment en recevant une délégation de l'État. Les patronages laïques, les sociétés d'anciens élèves, les mutualités scolaires sont lancées pour faire pièce aux œuvres catholiques et pour constituer l'école laïque en forteresse imprenable par ses adversaires. Dans le même temps, la Ligue participe à tous les grands combats anticléricaux, du moins ceux qui concernent l'école. Elle se mobilise très activement pour la loi de 1901, plus exactement pour un article de cette loi qui interdit l'enseignement aux congrégations non autorisées. Elle devient alors un groupe de pression parlementaire. La question de l'école privée congréganiste polarise l'attention. Elle soutient ensuite sans défaillance l'action du gouvernement d'Émile Combes, qui ferme plusieurs milliers d'écoles congréganistes. Elle est cependant plutôt plus modérée que d'autres organisations, en évitant de se prononcer en faveur du monopole d'État de l'enseignement, qui étranglerait toute forme d'enseignement privé. Mais la solution qu'elle préconise en 1902, suivant en cela son président de l'époque, qui n'est autre que Ferdinand Buisson, n'est finalement pas très éloignée de la précédente. Cette solution, connue sous le nom de monopole laïque, consiste à déléguer le droit de fonder des écoles privées à des laïcs. Comme le terme n'est pas autrement défini, on ne sait trop s'il revêt le sens d'une conviction, laïque dans le sens de non-croyant, ou s'il désigne un État opposé à celui de clerc. Dans ce cas, la liberté de l'enseignement serait en partie au moins préservée. En revanche, la Ligue, en tant que mouvement, ne s'intéresse que d'assez loin au débat sur la séparation des églises et de l'État. Sa spécialisation sur les questions d'enseignement le lui interdit. Aussi, l'action de Ferdinand Buisson, comme président de la commission à la Chambre sur la séparation, aura finalement peu d'écho en son sein. Et Aristide Briand, le rapporteur, ne sera invité par la Ligue à s'exprimer sur le sujet que 2 ans après l'adoption de la loi, en 1907, alors qu'il est ministre de l'Instruction publique chargé des cultes. Sans doute, la Ligue approuve alors la séparation libérale, je cite son président de l'époque,
qui a été ratifié en 1905. Mais on peut se demander si les ligueurs et les laïcs en général prennent alors pleinement la mesure de ce qui est en train de se passer pour la laïcité avec le vote de cette loi. Je m'arrêterai un instant sur un point qui me semble essentiel. Les vertus pacificatrices qu'on prête aujourd'hui volontiers à la loi de séparation ne sont guère exploitées, ni même explorées, par les laïcs dans la période qui suit son adoption. Et si elles ne le sont pas, c'est sans doute qu'elles ne peuvent pas l'être, en raison de la prévalence d'une culture conflictuelle. Tout se passe comme si le conflit scolaire, entre privé et public, empêchait de tourner la page. Car c'est lui qui va condenser désormais l'opposition des deux France et maintenir la laïcité dans une position de combat. C'est sur lui que se concentre, en somme, la question de l'hégémonie culturelle, comme dirait Gramsci. Plus concrètement, la loi de séparation, en libérant l'Église catholique de la tutelle de l'État, a rendu l'Église beaucoup plus libre pour attaquer l'école laïque, ce dont elle ne va pas se priver au cours des décennies qui vont suivre. J'en arrive à la troisième période, qui est celle de la domination du conflit scolaire. Eh bien, cette troisième période, j'en situe le point de départ, je vais peut-être vous étonner, mais j'en situe le point de départ en 1907 et le point d'arrivée en 1984. 1907 marque le début d'une grande offensive de l'Église contre l'école laïque qui va se traduire par des condamnations épiscopales très violentes de la laïcité et qui inaugure la stratégie dite de défense laïque menée par la Ligue. 1984 est la date de l'échec du projet Savary qui signifie la fin d'une polarisation de l'action laïque par le combat contre l'école privée. Il me semble en effet qu'on peut observer sur cette période de 3/4 de siècle, donc la moitié des 150 ans que nous célébrons, cette période de 3/4 de siècle, une grande stabilité structurelle de l'action de la Ligue par-delà les conjonctures et les péripéties. Qu'est-ce qui en fait l'unité ? D'abord, il y a un camp laïque qui sera incarné après la guerre par le CNAL, après la Seconde Guerre par le CNAL, qui regroupe l'ensemble des organisations concernées par le combat scolaire. Syndicats d'enseignants, groupements d'usagers, parents d'élèves, la Ligue, avec en arrière-plan les partis politiques de gauche et les associations philosophiques. Si des divergences tactiques existent entre les principales organisations, il y a un accord sur l'essentiel. Cet accord, il porte d'abord, à mon sens, sur une représentation de l'adversaire. C'est le cléricalisme de l'Église romaine, figé dans une attitude réactionnaire, incapable de renoncer à sa volonté de prosélyte, à sa volonté de domination. Il faut donc la combattre sans relâche, car qui n'avance pas recule. Cette représentation ne permet pas toujours de distinguer anticléricalisme et anti-religion, tant les deux aspects se trouvent liés dans les esprits. La laïcité conserve donc de fait une dimension importante d'engagement philosophique, d'engagement substantiel, pourrait-on dire. Elle renvoie à une vision du monde que le mot rationalisme désigne sans doute avec le plus de justesse. Cette vision s'oppose terme à terme à la vision catholique. Le deuxième niveau est stratégique. Il s'agit, en conjuguant l'action des laïcs avec celle de l'État enseignant, de neutraliser ou du moins de refouler le plus possible l'influence sociale du catholicisme. Stratégie d'endiguement qui vise non à éradiquer la croyance, mais à la maintenir dans une sphère strictement privée, avec toujours en sous-entendu l'idée que les croyances privatisées perdront leur pouvoir de nuisance et finiront par disparaître. Pour y parvenir, il faut refuser d'institutionnaliser le pluralisme, à la fois dans le domaine scolaire et dans la société civile, et opposer à ce pluralisme institutionnalisé l'extension de la logique unitaire du service public. Ce projet est décliné par la Ligue à travers 3 modalités. Premièrement, la non-reconnaissance de la contribution des associations confessionnelles à l'intérêt général en leur refusant des financements publics qui constitueraient un précédent pour le financement des écoles privées. Deuxièmement, l'unité de l'État enseignant.
Tout ce qui relève de l'enseignement et de l'éducation populaire, les colonies de vacances, etc., doit être placé sous la tutelle exclusive du seul ministère capable d'en garantir l'authenticité laïque. C'est ce qu'on pourrait appeler le tout à l'éducation nationale. Troisièmement, le cœur du réacteur, c'est la nationalisation de l'enseignement. Pour que la victoire soit complète sur le cléricalisme, il faut absorber l'enseignement privé confessionnel dans un vaste service public. Celui-ci est distingué du monopole par sa gestion tripartite, associant l'État, les enseignants, représentés par les syndicats, les usagers, parmi lesquels les parents, et les associations périscolaires, représentées par la Ligue. Ce grand service public unifié et laïque, comme on l'appellera tardivement, aboutirait donc à la cogestion, en fait, de l'éducation nationale par l'État et le monde laïque. La laïcité semble ramener ici à sa pente étatiste ou gallicane que la loi de 1905 avait tenté de contourner en reconnaissant la liberté d'organisation et d'expression des religions. Il ne faut donc pas s'étonner que la Ligue ait si peu célébré cette loi et si peu fait référence à elle pendant toute cette période de son histoire, car elle n'est pas le levier adéquat pour mener le combat scolaire. Ce projet laïque pouvait-il réussir ? Sans refaire l'histoire, on peut constater qu'il a eu ses chances à divers moments, mais toujours de manière partielle, jamais de manière intégrale. La période Jean Zay est peut-être celle qui s'en est le plus approchée pour ce qui concerne l'unité de l'État enseignant. Le jeune ministre du Front populaire a eu dans ses attributions l'ensemble de l'action éducative et des loisirs. Il rêvait d'un grand ministère de la vie culturelle, complètement en phase avec les projets de la Ligue, et qui en aurait renforcé l'assise institutionnelle s'il avait été mené à bien. Les années d'après-guerre ont vu également une réalisation limitée au secteur du périscolaire. La Ligue reçoit alors des délégations de services publics et un monopole de fait dans ce secteur. Pour ce qui concerne la nationalisation de l'enseignement, l'idée, me semble-t-il, était assez populaire à la Libération. Au sortir de la guerre et de la résistance, la question de l'unité civique de la nation, forgée par une école nationale, susceptible de surmonter les querelles du passé, faisait sens. Mais elle ne pouvait probablement pas se réaliser sans dialogue et sans compromis avec le monde catholique, sur des questions comme la place des aumôneries, le statut des mouvements de jeunesse, autour de cette grande école unifiée. À un autre moment, dans les années 60-70, l'idée de nationalisation a gagné en crédibilité lorsque des milieux catholiques de plus en plus nombreux ont cessé de soutenir l'école confessionnelle. Les colloques du CNAL sont venus rythmer ce mouvement, laissant croire qu'il déboucherait sur une victoire prochaine. Dans la période précédente, Albert Bayet, président de la Ligue, avait saisi une opportunité de même nature pour renouer avec un visage plus irénique de l'idée laïque, moins lié au rationalisme militant, capable de saluer l'importance de la culture chrétienne, présentant la laïcité XXe siècle, comme il disait, comme la base d'une réconciliation française. Eh bien, il s'agissait là d'illusions, d'écrans de fumée. Vichy avait ouvert une brèche dans les lois laïques de la Troisième République en accordant pour la première fois des subventions massives aux écoles primaires confessionnelles. À la Libération, le MRP et la droite n'auront de cesse d'élargir cette brèche et de consolider la position de ce secteur. L'Église n'avait nullement l'intention de sacrifier les intérêts de l'école catholique sur l'autel de la paix laïque offerte par ses adversaires. Quant aux laïcs, on remarquera que tout en proposant la laïcité comme base de l'unité française, ils ont refusé tout compromis et se sont positionnés sur une logique de tout ou rien. Campant sur la nationalisation comme solution idéale à tous les problèmes, ils ont refusé toute négociation qui les ferait sortir de ce schéma de base. Faut-il s'étonner qu'ils n'aient rien obtenu ? À mon sens, et cela me frappe en revisitant cette histoire, tout était déjà joué sous la Quatrième République. Avant 1958, par conséquent, avant la loi de Bray, la Ligue et le monde laïque avaient déjà perdu les trois batailles principales. La Ve République gaulliste, puis mitterrandienne, n'ont fait qu'accentuer la pente fatale. La première défaite,
c'est celle des subventions au mouvement de jeunesse confessionnelle. La bataille est perdue dès 1945, lorsque l'État met en avant le caractère principalement éducatif des mouvements pour attribuer des subventions. À ce titre, un mouvement confessionnel qui présente des garanties et accepte le contrôle doit être aidé comme un mouvement laïque. On peut remarquer que c'est cette doctrine qui, plus tard, sera appliquée aux établissements confessionnels par les contrats de la loi Debré. La seconde défaite est celle du tout à l'éducation nationale, la fragmentation des politiques publiques, l'éclatement de l'État enseignant en divers ministères sectorisés, gérant chacun leur segment de formation, préfigure ce qui allait se passer en 59-58 avec l'autonomisation de jeunesse et sport, la création du ministère des Affaires culturelles avec Malraux, etc. Notons aussi que cet éclatement de l'État enseignant s'inscrit dans un partage des appareils d'État concernés par la vie associative, dans une sorte de Yalta institutionnel qui divise entre les appareils d'obédience laïque, le ministère de l'Éducation nationale, et ceux qui, comme la santé, par exemple, restent dans le giron confessionnel, et ce partage est en somme entériné, admis de fait. Le troisième échec exemplaire porte évidemment sur la question scolaire. Mais il se situe, à mon sens, là je vais sans doute vous surprendre, en 1956, quand le gouvernement du Front républicain présidé par Guy Mollet ne parvient pas à rassembler la majorité de gauche pour abroger la loi Barranger. Loi Barranger qui était la première loi, donc anti-laïque, comme on dit. Parallèlement, ce gouvernement mène alors, par l'intermédiaire de personnalités socialistes, une négociation longtemps restée secrète avec le Vatican, au cours de laquelle a été discutée très sérieusement l'idée de conventionnement avec les établissements privés. Il y a donc bien une origine socialiste, entre autres, à l'idée de contrat avec les établissements privés. N'était-il pas présomptueux, par ailleurs, de compter sur la simple pression politique auprès de ses amis, les socialistes en l'occurrence, pour tenter de régler une question aussi complexe d'un point de vue démocratique que la question de l'enseignement privé. Avec la loi Debré, le piège s'est refermé. La mobilisation des laïcs a été impressionnante contre cette loi. Ils organisent une pétition monstre de 11 millions de signatures. Mais en prêtant le serment de Vincennes, visant à son abrogation dès que possible, ils confirment leur refus de tout compromis et se lient par avance les mains, attendant tout d'une revanche politique. Lorsque celle-ci survient en 1981, la solution laïque ne pourra pas être mise en œuvre. Au-delà des péripéties de détail, et elles ont été nombreuses, deux facteurs fondamentaux, me semble-t-il, l'ont empêché. Premièrement, le gouvernement socialiste, qui ne fait pas de cette affaire une priorité, se place en position d'arbitre et non de relais des thèses laïques. L'issue ne pouvait donc être, au mieux, qu'un compromis entre les deux camps, que précisément les laïcs refusent. Et deuxièmement, et là, dirais-je, sans invoquer les sondages, les études, les travaux multiples sur cette question, il existait dès ce moment-là un décalage flagrant entre la vision purement politique, je dirais, des états-majors du CNAL et une société civile de plus en plus autonome qui a su s'emparer de la loi Debré et utiliser l'enseignement privé non pour des raisons religieuses, mais comme recours face au dysfonctionnement du service public, la peur d'un endoctrinement catholique n'ayant plus la même portée après Vatican II. Après l'effondrement de l'unification laïque du système éducatif, l'action laïque traverse une crise majeure. Pour la surmonter, la Ligue propose un aggiornamento de la laïcité. Et j'en arrive ainsi au quatrième point. Le terme d'aggiornamento, mise à jour, appartient au vocabulaire de l'Église catholique, vous le savez. Il désigne une actualisation, non une autocritique ou un reniement du passé. C'est d'une manière tout à fait semblable que la Ligue va présenter sa nouvelle appréhension de la laïcité. Cet aggiornamento comprend cependant deux séquences bien distinctes. La première dans la seconde moitié des années 80, la seconde démarre dans les années 90, et je dirais, nous y sommes encore. Dans les années 80,
L'impératif premier est d'élargir la laïcité à un ensemble de questions de société pour sortir du guêpier scolaire. Ce sera l'objet d'une série d'ouvrages et de colloques, du programme Laïcité 2000, lancé en 1986, qui se propose, au-delà du cercle habituel des militants, de renouer avec des milieux plus larges, et notamment le monde intellectuel. L'aspect le plus spectaculaire de la réflexion sur la laïcité est l'affirmation du changement d'adversaire principal. Il s'agit désormais du néolibéralisme et non des religions. Ce que résume une phrase souvent reprise à l'époque, « Les sermons de Carême sont moins dangereux que les cours de la bourse ou les décisions du FMI ». La formule dit bien que le cléricalisme n'est plus ce qu'il était, que le monde actuel présente bien d'autres visages d'une entreprise de domination. La finance dérégulée, la technocratie arrogante, les médias manipulateurs, etc. Quant aux religions, elles sont considérées comme des faits durables de culture, je cite, et aussi comme des alliés potentiels, au moins partiels, dans certains combats sociaux, contre certaines formes de domination. La première affirmation n'est pas entièrement neuve. Elle s'inscrit dans une perspective durkheimienne de longue durée qu'Albert Bayet avait développée dans les années 50, bien qu'on y fasse guère référence à ce moment-là. La seconde affirmation, en revanche, est plus inédite, et elle soulèvera d'ailleurs des oppositions farouches. Elle comportait, il faut le reconnaître, une part de pari. C'est en son nom qu'un dialogue institutionnel sera noué avec des représentants de la hiérarchie catholique. Ce dialogue a eu des prolongements publics, notamment en région, avec d'autres religions également. Il a permis de nouer un climat de confiance, de déminer certains problèmes immédiats ou de faire avancer une compréhension commune sur d'autres. Mais ayant perdu progressivement de sa pertinence, il finira par s'interrompre. Beaucoup plus durables, en revanche, seront les relations de la Ligue avec quantité d'associations ou de mouvements d'origine chrétienne sur lesquels ne pèsent plus les préjugés ou les barrières d'autrefois, qu'il s'agisse de mouvements d'éducation populaire, de mouvements familiaux comme l'UNAF, ce qui autorisera des collaborations. Le dernier registre de l'aggiornamento des années 80 est la réévaluation des identités culturelles. Dans les années 70, la Ligue avait entrepris une réhabilitation des langues et cultures régionales et milité pour leur enseignement à l'école publique. Au cours des années 80, elle découvre les cultures de l'immigration, notamment maghrébine, en tant que culture dominée ou discriminée. Cette réévaluation des identités et de la diversité culturelle devient une des dimensions de l'action laïque. Dans ce contexte, la Ligue adopte une attitude tolérante lors de la première affaire du voile islamique dans un collège de Creil en 1989. Pour elle, le port du voile par les jeunes filles n'a pas à être sanctionné a priori et n'est pas incompatible par nature avec la laïcité. Il exprime avant tout, je cite un commentaire de l'époque, une volonté d'identification. Le triptyque maghrébin musulman exclu est au cœur de l'affaire, déclare un responsable de cette époque. À partir des années 90 et après divers épisodes comme la laïcité plurielle, la commission islam et laïcité sur lesquels je ne m'attarde pas, le projet de la Ligue s'étoffe autour de la redéfinition globale d'une laïcité pour notre temps, s'adressant à une société multiculturelle qui n'est plus celle du début du XXe siècle. Elle fait le choix, pour reprendre une terminologie que je partage avec Jean Bobéro, d'une laïcité à la fois séparatiste et inclusive. Elle est séparatiste dans la mesure où elle met la loi de 1905 au cœur de la laïcité. Tout se passe ici comme si la fin de la polarisation scolaire autorisait enfin à installer cette loi en position de texte fondateur. La conséquence, c'est que la dimension juridique de la laïcité l'emporte sur sa dimension identitaire. S'appuyer sur la loi de 1905 permet de faire de la liberté de conscience le principe fondateur de la laïcité. Une liberté de conscience qui inclut le respect non seulement des croyances, mais des expressions religieuses et des croyances dans la société civile, dès lors que celles-ci ne prétendent plus dicter la loi.
En d'autres termes, la loi de séparation ne réduit pas les croyances à la sphère privée, confondue avec l'espace intime. Elle permet de faire vivre une laïcité liberté qui s'oppose à la laïcité d'interdiction prônée aujourd'hui par d'autres laïcs et visant principalement les symboles visibles d'une religion déterminée. Toutefois, la liberté d'expression des croyances ou incroyances suppose un minimum de compréhension réciproque, d'où la nécessité d'une approche inclusive complétant l'approche séparatiste. Cette approche inclusive, c'est celle que la Ligue nomme une laïcité pour faire société. Sa mise en œuvre combine une politique de la reconnaissance et une conception délibérative de l'espace public. La politique de la reconnaissance se distingue ici du multiculturalisme à l'anglo-saxonne, qui, selon la version courante, transformerait le droit à la différence en organisation de la différence des droits et engendrerait une société d'identité close sur elle-même. Il s'agit plutôt, pour la Ligue, de prendre au mot les virtualités égalitaires du modèle républicain français, en plaçant la lutte contre les discriminations culturelles et sociales au cœur de l'action publique. Il s'agit aussi de faire du dialogue une pratique quotidienne, généralisable à toutes les situations concrètes, afin de déminer les conflits culturels et de leur trouver des solutions raisonnables. Le pari qui est fait ici, car il y en a un, c'est que le processus de l'échange social finira par engendrer une certaine modération identitaire chez les participants. Le but ultime est d'inciter à la recherche de valeurs partagées. La Ligue s'efforce de s'appliquer à elle-même de telles résolutions dans le cadre de la gestion des séjours de vacances ou de l'organisation de la restauration scolaire, par exemple, pour traiter les demandes religieuses qui parfois se font jour. Pour conclure, je voudrais brièvement dégager, de mon point de vue, ce qui fait sens dans cette histoire de la Ligue pour la dynamique générale de la laïcité française. Dans un premier temps, ce qui a constitué cette dynamique, c'est le combat pour la neutralité religieuse absolue, je dirais, des institutions publiques. L'école publique d'abord, l'État ensuite. La Ligue est en phase avec ce mouvement, surtout pour l'école. Mais il faut bien comprendre que ce qui accompagne et sous-tend ce mouvement, ce qui en est la condition impérative pour les républicains de l'époque, c'est l'existence d'un État moral et enseignant, pour reprendre une formule du philosophe Renouvier. Un État moral et enseignant, c'est-à-dire producteur de morale commune, suffisamment efficace pour homogénéiser la société, autour de valeurs civiques et morales non discutées. C'est parce que ces valeurs communes sont fortes et que la morale tient debout toute seule, en fait, qu'on peut se permettre d'observer à l'école une neutralité d'abstention, c'est-à-dire d'en évacuer les questions qui fâchent, questions religieuses ou questions de politique partisane, d'ailleurs, qui doivent être traitées ailleurs. Pas de séparation d'avec les religions, sans communion unanimiste dans un espace civique. Mais ce qui change à partir de la loi de séparation, c'est qu'on entre progressivement dans une autre histoire de la laïcité, non plus celle de l'État et des services publics où fonctionne le principe de neutralité, puisque c'est chose accomplie en 1905, mais la laïcité de la société civile qui obéit à la logique des acteurs sociaux. Dans le même temps, d'ailleurs, pas le temps de développer ça, l'état moral s'affaiblit peu à peu au fur et à mesure que la sécularisation gagne. Il perd de sa superbe comme producteur de morale surplombante pour devenir peut-être un garant des liens sociaux. Or, la société civile ne peut pas être régie par le même principe de neutralité que les institutions ou les services publics. Elle est le lieu par excellence du débat, de la confrontation entre les différents systèmes de valeurs. Cette diversité a pris des formes différentes, là aussi selon les moments. Je vais vite. Dans les années 50, par exemple, on peignait beaucoup cette société civile en termes de famille spirituelle. Il y avait la famille catholique, la famille communiste, parfois appelée la contre-société communiste, et puis éventuellement une place pour la famille laïque, entre guillemets. Aujourd'hui, évidemment, on ne peint plus la société civile comme cela. On met l'accent à la fois sur l'individualisme massif qui y règne
et sur la diversité très grande, je dirais, des causes identitaires possibles dans la société multiculturelle. On peut être breton, femme, musulman, gay, alternativement ou parfois complémentairement, etc. Bon, vous connaissez cela. Cette évolution récente, de mon point de vue, n'a pas à être idéalisée, d'ailleurs, car la fragmentation de la société civile en fait aussi le lit de tous les égoïsmes, des fanatismes, des racismes, des communautarismes, ajoutez tous les noms en ismes que vous voudrez. Le fonctionnement des institutions publiques en est d'ailleurs bouleversé lui-même. On le voit bien dans l'école, par exemple, avec le phénomène dit des consommateurs d'école, qui sont finalement rien d'autre que l'irruption de la société civile dans l'univers de l'école. Cette situation nouvelle, qui procède au fond d'une inversion du rapport entre État et institutions publiques d'une part, société civile de l'autre, me semble-t-il, interpelle profondément la laïcité. Or, il n'y a que deux grandes réponses possibles du point de vue laïque, à mon sens. La première consisterait à prendre place dans la société civile en tant que famille spirituelle, au fond, pour y gérer son segment d'identité. C'est la voie qui a été poussée très loin en Belgique, où la laïcité est devenue un courant philosophique comparable à une religion, la religion des incroyants, en gros. Mais je pense vous avoir montré que cette tentation a existé aussi chez nos ligueurs et laïcs français à l'époque où la guerre scolaire faisait rage. On se pose alors en s'opposant. Et c'est peut-être ce chemin qu'une partie des laïcs voudrait aujourd'hui encore emprunter, mais en ayant dans le collimateur une autre religion, lorsqu'ils réclament une extension du principe de neutralité à de nouveaux espaces de la société civile, comme les crèches ou les espaces de loisirs collectifs des enfants et des jeunes. Une autre réponse existe, et c'est celle que la Ligue a choisie plus récemment. Elle consiste à prendre à bras-le-corps les dissensus qui règnent dans la société multiculturelle. La laïcité est conçue ici comme un ensemble de principes et de valeurs, une combinaison de ressources juridiques et éthiques, si vous voulez, permettant d'organiser la confrontation pacifique pour surmonter les conflits. Cette façon d'habiter la laïcité n'en fait plus l'affaire du seul État, ou une notion définie seulement par rapport à l'État, mais une notion dont une multiplicité d'acteurs, associatifs notamment, peuvent s'emparer. Je voudrais terminer en revenant à la situation de l'école dans cette nouvelle configuration, car il y a un impensé à ce sujet. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la neutralité de l'école, son étendue, ses limites ? La thèse classique, c'est que la laïcité d'abstention doit y régner sans partage, car elle découle du statut d'institution publique et elle découle de la neutralité de l'État qui serait la même que celle de l'école. Le philosophe Paul Ricoeur a ouvert, me semble-t-il, une piste, il y a une vingtaine d'années, peu explorée depuis sur le plan théorique, en montrant que l'école occupe en fait une position mitoyenne, comme il dit, entre l'État et la société civile, et qu'elle doit par conséquent faire cohabiter la laïcité d'abstention caractéristique du premier et la laïcité de confrontation découlant de la seconde. En suggérant cette articulation, Ricoeur proposait, non sans hardiesse, d'ouvrir l'école un tant soit peu, à la logique de la société civile, à l'opposé de ceux qui, aujourd'hui, veulent étendre toujours plus la logique de neutralité des institutions publiques et de l'État à la société civile. Le différend qui oppose ici deux façons de comprendre et d'opérationnaliser la laïcité et le rapport État-société civile me semble assez caractéristique du moment que nous vivons. Il est donc temps que l'historien s'arrête pour laisser la place aux discussions sur ces enjeux d'aujourd'hui. Je vous remercie.